Bonjour, bonsoir, tout dépendra dans laquelle vous regarderez cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour le fameux bilan du mois de février. Je ne pensais pas avoir autant lu. Là, j'étais en train de préparer mes piles de livres et j'ai retrouvé des livres. Et j'étais en mode, mais je les ai lus là, en février. Alors j'ai l'impression que je les ai lus il y a une éternité, alors que c'était vraiment il y a 20 jours. J'ai donc lu 31 livres ce mois-ci. Je suis très contente. Voilà, j'ai passé un meilleur mois de lecture qu'en janvier. Donc ça me ravit pas mal. Notamment parce que j'ai lu pas mal de suites de séries, voilà, donc toujours dans cet objectif de cases Excel à cocher. J'ai lu 2-3 trucs qui traînaient dans ma palle pour un petit peu voilà, me donner bonne conscience, et j'ai lu des nouveautés. Donc vous avez sans doute vu passer dans ma vidéo les sorties de février qui me tentaient. Sachez que sur ces 30 livres que j'avais repérés, j'en ai lu 15, donc c'est plutôt cool. Je suis très contente. Donc écoutez, la vidéo va être divisée en 3 parties. On va commencer par les suites de séries pour aller vite. Ensuite on va faire les lectures un petit peu boui-boui, voilà, un petit peu qui traînaient par-ci par-là, il faut les lire. Et puis on finira avec la partie sur les nouveautés. Donc voilà, s'il y a des livres que vous aviez repérés et que vous hésitez, et bien à la fin de cette vidéo, sachez que ça se trouve vous n'hésiterez plus. Donc ensuite de série, j'ai commencé le mois en terminant, enfin je mens un peu parce que je l'avais entamé fin janvier, mais il était très long, il faisait quasiment 25 heures d'écoute, parce qu'en papier il fait quasiment 1000 pages. C'est le tome 4 des Chroniques lunaires de Marissa Meyer, donc le fameux Winter. Je dois dire que j'ai vraiment adoré ce tome. Je regrette de ne pas avoir lu cette saga quand elle est sortie à l'époque, parce que je pense que ça aurait pu être coup de cœur si je les avais enchaînés et tout. Je suis contente également parce que j'ai persévéré, hein. Il faut savoir que quand j'ai lu Cinder, le premier tome, j'étais assez mitigée, ça ne m'avait pas procuré grandes émotions et grand intérêt. Mais ensuite il y avait eu Scarlett qui avait vraiment relevé le niveau, surtout niveau rythme et action. Et puis on a eu Cress aussi qui était sympa, et donc forcément dans le 4 on retrouve tous nos personnages, parce que les chroniqueurs c'était un peu les débuts des tomes un peu spin-off dans les sagas et tout. Je dois dire que on en reparlera peut-être dans les vidéos de série point annuel, mais je retrouve peu de sagas où quand les tomes suivants sont sur d'autres personnages mais que ça suit la même intrigue, le même fil rouge. Je suis toujours un peu mitigée, je retrouve pas ce que j'aime dans le tome d'avant ou quoi. Là je dois dire que toute la série pour moi est très cohérente, c'était vraiment très sympa. Si on les lit à la suite, on ne peut pas lâcher le livre. Et ce tome 4, quoi qu'il soit très long, pour moi est passé tout seul. Vraiment, c'est trop chouette de retrouver vraiment tous nos personnages qui se rencontrent enfin pour un tome explosif, parce qu'on va voir les dénouements un petit peu des thématiques et des problématiques principales. On a également des nouveaux personnages qui sont mis en avant dans ce tome là, donc c'était vraiment très chouette. Je ferai juste une petite remarque avant de clore ce sujet, c'est que Pocket Jeunesse a réédité la saga avec des nouvelles couvertures qui sont très belles, mais je ne comprends pas pourquoi le tome 4 donc de Winter semble nous proposer une personnage je dirais de couleur, parce que quand je vois un petit peu la texture des cheveux, un petit peu la peau, on parle quand même de Winter, hein, on parle de Blanche-Neige. Donc je suis désolée, mais autant la petite sirène, qu'elle soit noire, bleu, blanc, rouge, ce que vous voulez, tant qu'elle a les cheveux rouges, c'est pas mon dos. Autant Blanche-Neige, son principal trait descriptif, c'est qu'elle a la peau très blanche. Donc qu'on veuille mettre en avant des minorités, pas de souci, mais pas pour Winter en fait. À un moment donné, Cinder, le premier tome, c'est une personne au trait asiatique. Sur la couverture, c'est logique. Vous voyez, ça se ressent, c'est très bien. Limite, on aurait pu faire Scarlett plus de couleur noire, mat de peau, que blanche, ça m'aurait pas dérangé. Mais alors Winter, je vous avoue que ça m'a un peu chagrinée, voilà, je tenais à le dire. Mais bon, passons à une autre suite de séries que j'ai lues. J'ai conclu la duologie Peau d'âme de Aude Meyer chez Gulfstream Editeur. Gulfstream qui propose des demi-reliés, parce que c'est des reliés mais souples, je déteste, je tiens à le dire, même si l'objet est très beau. Je dois dire que ce tome m'a beaucoup moins convaincue que le premier, hein. J'ai été assez désappointée face à ma lecture. Je l'ai écouté en audio, j'avais un peu peur parce que les retours que j'avais vus sur l'audio du tome 1 étaient pas du tout bons. Là c'est pas l'audio qui m'a dérangé, c'est vraiment la construction du récit. Alors j'étais rassurée parce qu'à la fin, quand j'avais fait l'avis du tome 1, j'avais peur qu'on s'éloigne complètement du personnage de Blanche et tout, et qu'on aille sur le personnage de sa cousine et tout. Au final, je crois que ça m'aurait pas dérangé parce que c'est vraiment des personnages secondaires qui sauvent ce tome. Je ne vois pas du tout où l'auteur a voulu nous emmener. C'est assez lent à démarrer, c'est fouillis. On a l'impression d'avoir des pièces de puzzle qu'on n'arrive pas à assembler les unes aux autres.
J'ai été vraiment déroutée. J'ai trouvé que les caractères des personnages changeaient du tout au tout, notamment Blanche et le personnage du fou qui est censé être un petit peu son love interest. Pareil, cette romance qui pour moi avait quand même des petites choses un petit peu prometteuses dans le premier tome, là j'ai trouvé ça fade au possible. Il y a un moment là dans la deuxième partie ça relève un peu le niveau parce qu'on a un peu plus de rythme, mais j'étais assez déçue de cette suite de séries, franchement. Alors la plume est toujours très qualitative, les descriptions c'est super. Peut-être que c'est parce que je connais pas le conte ou les contes originels qui sont mentionnés, mais ce tome-là l'a beaucoup moins fait pour moi et j'ai été soulagée quand j'ai fait un peu de recherche pour préparer mes avis et tout, de voir que mon avis était l'avis de la majorité. Voilà, donc pour celui-là c'était bof aussi. Ensuite, j'ai lu le deuxième tome, enfin j'ai écouté parce qu'il est sorti en audio en simultané, le tome 2 d'Impossible Créature. Donc j'avais lu le premier tome l'année dernière, pareil en audio. J'avais saisi l'occasion, j'avais beaucoup aimé la narration, on est sur de la fantasy jeunesse. Ce deuxième tome est pour moi tout aussi bon. Voilà, on a une intrigue qui se met en place, on a quelque chose de tout de suite plus mature que dans le premier tome, mais on retrouve nos personnages, donc ça c'était vraiment très chouette, avec une nouvelle intrigue que j'ai trouvé assez bien ficelée, et franchement pour moi c'est de la très bonne fantaisie, donc voilà, j'en dis pas plus. Mais on rencontrait un jeune homme dans le premier tome qui va découvrir qu'il a un lien avec une île un peu mystérieuse et qu'il y a des créatures dessus à sauver avec la magie et tout. Enfin voilà, on était un petit peu sur une urban fantasy fantastique jeunesse, donc c'était très sympa. Ensuite j'ai poursuivi la série et je l'ai terminée. Je parle bien sûr du Pays des Contes, donc ici je ne vous présente que le tome 4, mais j'ai lu les 4, 5, 6, j'avais lu le 3 en janvier. Je suis contente d'avoir terminé, j'ai adoré et je comprends que pour un public très jeune ça soit totalement efficace. Franchement moi j'aurais lu ça à 10 ans, j'aurais été comme une dingo. Je dois dire que j'ai beaucoup aimé ce tome 4, j'ai moins aimé le 5. Et par contre j'ai trouvé que le 6 redonnait un nouveau souffle, donc c'était très sympa, franchement c'était une très belle conclusion. C'est 6 tomes, c'est ni trop ni pas assez, c'est justement dosé. Je trouve que Chris Colfer a une très belle plume, donc je pense que j'essaierai peut-être autre chose de lui. Il me semble qu'il avait fait d'autres séries jeunesse, peut-être un petit peu dans le même genre, donc écoutez, affaire à suivre pour ça. Ensuite, un autre tome 2 qui est sorti là, je me suis empressée de le lire comme ça, au moins je suis à jour direct. C'est Miss Jane Austen et l'étrange invité de Mrs. Knight. Donc Miss Jane Austen, elle nous avait fait la disparition de la modéliste de je sais plus quoi. Je vous mettrai quelque part. Donc là on retrouve Jane Austen dans cette un peu réécriture, un peu Jane Austen Cozy Mystery quoi, où elle va débarquer chez son frère, et sauf que à un moment il y a une jeune femme qui va être retrouvée un petit peu sur les rivages. Elle va se présenter comme étant la fille de Madame Knight, sauf que est-ce que ce serait pas plutôt pour une question d'héritage, on sait pas trop. J'ai bien aimé ce tome parce que j'aime beaucoup le personnage de Jane Austen, la façon dont la plume de l'auteur la met en scène et tout, j'adore. En revanche j'ai préféré le premier parce que le premier avait quand même un meurtre, donc on avait vraiment le côté cozy mystery. Là on a vraiment juste une enquête un petit peu plus secret de famille et tout, donc qui m'ont moins charmé, mais c'était quand même très plaisant. On a quand même un côté très régence, très historique raconté, et j'aime bien parce qu'en plus à la fin l'auteur elle nous fait un petit passage où elle nous dit un peu ce qui l'a inspiré, ce qu'elle a repris de la réalité, etc. Donc ça c'est très chouette niveau cozy mystery, un petit peu historique. J'espère que ce ne sera pas le dernier. Ensuite j'ai enchaîné avec les tomes 7 et 8 de l'Épouvanteur, parce que là il y en a 16 et j'en avais lu que 6, donc autant vous dire qu'il en restait 10. Sachez qu'à l'heure où je tourne nous sommes en mars et j'ai continué, hein, vraiment cette fois je laisse pas des années entre chaque tome, mais j'ai beaucoup aimé retrouver l'Épouvanteur, Tom et ses acolytes. En fait je sais pas comment Joseph Delaney fait, mais c'est une série où pour le coup si j'ai beaucoup d'espace entre des lectures de Tom, et bah quand je vais reprendre je vais pas être perdue. Vous voyez, il y a beau ne pas avoir de résumé ou quoi, l'auteur fait en sorte d'écrire sans nous dire ah bah en fait il s'est passé ça dans tel tome de machin, mais juste c'est assez fluide et assez bien mis à travers les lignes pour que je me resitue. Et en fait je savais toujours ce qui s'était passé, je savais de qui on parlait dès qu'il y avait un personnage, enfin c'était vraiment trop bien. En revanche quand on dit que c'est de la jeunesse, je suis désolée, à un moment donné des combats de chiens et des gorges de chiens arrachées, c'est horrifique. Vraiment je sais pas à quelle heure on a mis ça dans les mains des gamins à 12 ans, mais moi ça me tenait un mois pour moi. Après je trouve ça formidable hein, comme série, comme écriture, comme histoire et tout, c'est ingénieux. Mais
faut quand même faire gaffe et faire du trigger warning pour le public que ça vise. Ensuite, deux suites de romances. Donc j'ai lu le tome 5 de Calamity Montana The Brawl de Danny Perry. J'ai beaucoup aimé ce tome. Alors on rencontre des personnages vraiment secondaires qui sont pas du tout liés à nos persos du début. On rencontre, comment elle s'appelle Lark, et lui il s'appelle Ronan, je sais pas comment vous prononcez, mais lui est avocat, elle est institutrice, prof, et en fait un jour il y a une enfant, une élève qui va toquer au bureau de l'avocat en mode bah voilà, ma prof elle m'aime pas, elle m'a mis des mauvaises notes pour me saquer, mais du coup je veux la poursuivre en justice, PTDR la sale gosse, et du coup notre Ronan va aller dire à Lark bah écoute voilà il y a une jeune fille qui t'accuse, machin, enfin bref, tout un micmac un petit peu juridique, un petit peu harcèlement, un petit peu voilà. Et ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, ce qui a fait que j'ai beaucoup apprécié ce tome, c'est que on est sur un trope He Falls First. Voilà, dès que Ronan, qui ne la connaît pas, mais dès qu'il aperçoit Lark, il a un coup de cœur. Vraiment, il est sous son charme, il la trouve trop belle, il a trop envie d'apprendre à la connaître, de discuter avec elle et tout, et de s'en rapprocher. Alors pas pour le coup, c'est pas physique, parce que dans ce tome-là, le smut c'est pas du tout, contrairement à d'autres de la saga, c'est pas du tout présent, mais j'ai vraiment aimé que voilà, ce soit lui qui soit instigateur de tous les sentiments, qu'il les dise, qu'il s'exprime, qu'il communique, et que ce soit là qui soit un peu en mode ouais ok, mais en fait il me plaît aussi, donc écoute, bon après voilà on est quand même en bis-bis parce qu'il y a une de mes élèves qui t'utilise comme avocat, enfin un micmac, mais j'ai trouvé que ça a changé de voir ce sujet parce qu'on voit pas ce genre de thématique abordée souvent, et la romance était très mignonne, donc ça m'a bien réconciliée avec la saga pour le coup. En revanche, ce qui ne m'a pas du tout réconciliée avec la saga, et Dieu merci c'est le dernier tome parce que là il faut un moment que ça s'arrête, j'ai lu le dernier tome des Ranches de Ruby Creek, donc un faux départ ou fausse arrivée ou je sais pas, bref c'est rose quoi. C'est dommage fromage parce que j'ai eu un coup de cœur pour le premier tome de cette saga. Le deuxième tome on avait un truc un peu edgegape, un peu cringeos. Le tome 3 avait relevé le niveau parce qu'on reprenait des personnages un peu sympas, on avait un peu un Rivals to Lovers, enfin voilà, c'était un peu des tensions et tout, c'était très sympa. Et dans ce tome 4 on rencontrait la petite sœur qu'on avait aperçue dans le tome précédent du protagoniste masculin, qui m'avait fait bonne impression. Et en fait dans ce tome là, la petite sœur, elle est à une soirée au bar avec ses potes, il y a son espèce de petite amie par intérim qui l'embrasse, il l'embrasse mal et tout, il est un peu forceur, et un mec un peu plus viril va intervenir, il va tège le mec, il va rouler une pelle à la gonzesse qui, je le rappelle à l'époque elle a 19 ans, et la soirée se passe, ils s'en vont chacun de leur côté, et un jour le mec débarque pour rendre visite à son meilleur ami qui n'est autre que le frère de la nana à qui il a roulé une pelle, sauf que quand on connaît le frère on sait par A plus B et 12 plus 25 que le mec a 35 ans, donc la nana elle en a 21 au moment où se passe l'histoire parce qu'on a eu un petit saut dans le temps, et bon lui il a des traumas donc il veut pas être avec elle parce que bon c'est la sœur de son meilleur ami puis elle a 19 ans, mais elle peut pas s'empêcher de faire tout pour qu'il lui saute dessus et tout, enfin hyper malaisant. Franchement le Edge Gap, LC Silver il faut l'arrêter, il faut l'oublier parce que c'est pas très maîtrisé. C'est cringeos, voilà, j'ai pas du tout trouvé d'alchimie entre les deux personnages. En fait ce qui m'énerve c'est que le Edge Gap c'est forcément, moi de ce que je connais, le mec qui a la trentaine et la nana elle est dans sa vingtaine, donc déjà voilà, et puis la nana est bête, elle est nunuche comme pas possible, elle a une intonation de voix, des attitudes qui sont gamines. Moi je peux pas, à un moment donné l'écart d'âge ça me dérange pas, mais que le côté mature soit présent, enfin je sais pas, donc non ça m'a pas convaincu, c'est dommage, ça ne clôt pas la série en beauté, voilà, mais sur 4 tomes j'en ai beaucoup aimé 2, donc écoutez, ça va, il y a un troisième un peu mitigé, le quatrième on n'a pas aimé, mais c'est pas grave. Et la dernière suite de série que j'ai lue, j'attendais qu'il sorte en poche, c'est le tome 3 du restaurant des recettes oubliées de Hisashi Kashiwai, parce que je trouve que c'est chez Nami normalement en grand format, mais moi je préfère les couves des poches, et j'avais les autres en poche, donc je vois pas pourquoi j'aurais acheté un grand format. Mais ici voilà, on retrouve le même schéma narratif et dans la construction du livre, on a une partie en 2 chapitres, où là on est toujours avec notre père et sa fille qui ont un restaurant, et en fait la particularité c'est que ce restaurant est un peu secret, donc quand on vient c'est pour une raison, c'est retrouver une recette du passé. Donc en fait on a un premier chapitre à chaque fois dans chaque partie
où le client arrive, il se présente, il fait l'interrogatoire avec la fille pour dire quelle recette il recherche, les conditions dans lesquelles il l'a connue, etc. Et on a la deuxième partie où il revient au restaurant après que le père et la fille aient fait leur recherche et qui présente le plat. Et donc là, voilà, il explique le cheminement de comment il a retrouvé la recette, ce qu'il a fait, nanana. Enfin voilà, c'est le même schéma vraiment à chaque fois, à chaque tome. Donc il n'y a pas de surprise, il faut pas s'en attendre. Je pense que j'ai préféré ce tome, je dirais, par rapport aux deux autres, ce qui est plutôt cool vu que c'est un troisième tome. Parce que j'ai trouvé que les histoires des clients là étaient un petit peu plus touchy dans les sujets, que c'était un petit peu plus sentimental, un petit peu plus émotionnel. Et j'ai beaucoup aimé parce qu'à un moment il y a un des clients qui est un peu machiste et tout. Et notre jeune femme va pas hésiter à le recadrer et à lui dire qu'elle n'aime pas sa vision des choses, sa façon de faire, sa façon de penser. Donc ça j'ai trouvé chouette parce que c'est quand même un livre qui défend des choses, des points de vue, tout en étant mignon et en donnant très faim. Voilà, ça je tiens à le dire, si vous lisez ça, moi quand je vois gyoza au fromage, poulet au curry, moi je... Voilà, et en plus à la fin il y a des recettes ou des noms pour dire comment sont faits les ingrédients et tout. Miam miam. Ensuite, j'ai lu 2 essais. C'est rare que je lise des essais parce que je sais pas pourquoi, moi dans ma tête, lire un essai c'est quelque chose, c'est un texte très intellect, alors que pas du tout, hein, c'est comme la collection blanche de chez Gallimard. Maintenant j'en lis quelques-uns régulièrement et c'est pas si public visé, soixantenaire qui ne lit que ça et qu'on ne comprend pas et qu'on se tire les cheveux sur les phrases et tout. Mais du coup j'ai lu 2 essais qui m'ont plutôt très bien convaincue, enfin j'étais quasi sûre. Autant vous dire, il y en a un quand il est sorti en librairie, je le refourguais à todo el mundo, à ma collègue, lis-le, nanana. Je l'avais pas lu, mais je sentais qu'il était super et j'ai eu que des retours super dessus. Donc je pense que j'ai le flair. Et je vous parle bien sûr de Deux Grandes Dents de Lucille Nova. Donc là on est chez Zone. C'est une maison d'édition, je sais plus quel truc. C'est dans cette collection-là qu'il y a eu Sorcière, enfin qui a pas mal de titres qui sont assez populaires parce que justement c'est des essais qui sont accessibles à tout public. Moi ce que j'ai bien aimé dans celui-là c'était vraiment le côté un petit peu vulgarisation et un petit peu détachement dans la plume de l'auteur qui s'adresse à un public normal et classique, un petit peu lambda, un petit peu la plèbe de la littérature. Ici on est sur... on débunk un conte qu'on connaît tous qui est Le Petit Chaperon Rouge parce que voilà, l'auteur nous dit que elle a fait des recherches, elle s'est renseignée, elle a lu des textes et tout, et elle en vient à la conclusion que dans Le Petit Chaperon Rouge, ce n'est peut-être pas le loup le grand méchant, mais peut-être bien la grand-mère, et qu'on est peut-être sur une histoire un petit peu d'inceste, voilà, entre la grand-mère qui abuserait de la petite fille, enfin de l'enfant, parce que selon les versions, des fois on dit une fille, mais des fois on ne précise pas, on dit souvent l'enfant pour genrer non genrer du coup l'énergumène, et j'ai trouvé ça vraiment super. Ce que j'ai beaucoup aimé en fait, après ça se trouve je dis ça mais ça se trouve dans tous les essais c'est comme ça parce que dans l'autre que je vous présentais c'est un peu le même schéma, mais l'auteur nous amène une idée, une hypothèse, et elle va l'expliciter, de dire ce qu'elle en pense, et elle va appuyer ses propos avec des textes connus, que ce soit Freud, le texte originel des frères Grimm, de Perrault, de qui vous voulez. Et ça j'ai trouvé chouette parce que c'est, en fait les exemples ça peut être très philosophique comme très abordable, et du coup on peut vite s'identifier et trouver une explication qui nous concerne. Et en plus il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de second degré, je trouve ça très léger et instructif à la fois, donc ça je vous recommande celui-ci. J'espère que Lucille écrira sur d'autres contes, pourquoi pas, parce que j'ai envie qu'elle démystifie plein de trucs, mais en tout cas sachez que cette collection là, si vous avez envie de lire des choses un petit peu sur des thématiques en particulier, il y a des chances qu'il y ait et qu'en plus ce soit super abordable. Et le deuxième que j'ai lu, c'est Monstrueuse de Taous Merakchi, donc c'est aux éditions de La Ville Brûle. Pourquoi ce livre? Parce que déjà je trouve la couverture très percutante, et parce que là l'auteur, qui est aussi podcasteuse et tout dans la vraie vie, nous parle de son appétence pour l'horreur, le genre de l'horreur, que ce soit là notamment chez elle dans le cinéma, mais aussi dans d'autres figures, dans d'autres genres. Et elle nous explicite dans différentes parties comment elle est tombée là-dedans, comment elle a découvert le genre de l'horreur, comment elle y a trouvé un refuge, et comment ça l'a construit en tant que femme dans un monde où l'horreur n'est peut-être pas que sur nos écrans, mais peut-être pire dans la réalité. Donc je trouvais le concept un peu sympa, et moi il faut savoir que mon rapport à l'horreur, je n'en regarde pas du tout. J'adorerais pouvoir en regarder, mais je suis une pipette, j'ai trop peur. Par contre,
quand je vois un film d'horreur passer quelque part, que tout le monde en parle, donc je vais voir une bande-annonce ou quoi, je vais aller sur Wikipédia pour lire le résumé spoilant de A à Z, pour savoir ce qu'il en est, pour voilà, faire les images dans ma tête, mais je verrai pas les vrais. Mais je trouve que c'est fascinant. Vraiment, je me demande comment les gens peuvent être aussi tordus. Pour le coup, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est que l'auteur relate des faits. Donc déjà, la pauvre, elle a vécu des trucs, j'étais un peu choquée parce qu'il y a des trucs qu'elle dit frontalement et des choses qu'elle sous-entend, mais qu'on comprend facilement, donc j'étais très touchée. En plus, elle est mère d'une petite fille, donc elle a aussi ce rapport à la parentalité et sa fille dans ce monde un petit peu pas trop pour les femmes, quoi. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que à chaque fois qu'elle présente, encore une fois comme dans Deux Grandes Dents, une idée, elle va prendre un film généralement pour exemple. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'elle prend des films très connus, assez horrifiques, mais aussi elle va aborder des films que jamais j'aurais pensé que ça pouvait être considéré comme de l'horreur. Mais c'est vrai que dans les situations où les pitchs peuvent l'être, mais plus psychologiques que visuels ou quoi, c'est pas, elle le dit, l'horreur c'est pas que le sanguinolent, c'est pas le gore pour le gore, ça peut être tout autre chose et ça peut être très esthétique. C'était vraiment très instructif, franchement. En plus à la fin elle fait une espèce de bibliographie, filmographie pour dire par quoi commencer si on a envie de mettre un pied dans ce genre. Et pareil, elle fait des résumés et du coup moi j'ai été lire des trucs et j'étais scotchée. Un moment elle mentionne un film, j'ai été lire le résumé, j'étais choc-barre. Franchement c'était trop bien, vraiment trop bien. Moi qui ai ce côté un petit peu voyeurisme de l'horreur que je ne peux pas regarder, je comprends totalement que ça puisse fasciner et que bah voilà, c'est pas parce qu'on aime l'horreur qu'on est tordu de A à Z ou que demain on va se réveiller et on va tuer des gens. Non, ça peut être dans toute autre chose, une toute autre forme d'art, donc c'était très sympa. Ensuite nous partons sur les livres que j'ai lus mais qui ne sont pas sortis en février, je crois qu'ils sont sortis en janvier, peut-être décembre pour certains, je ne sais plus. Mais non, celui-là il est plus vieux, le premier dont je vais vous parler, c'est Out of the Woods de je ne sais plus qui, elle a un nom un petit peu à consonance asiatique je crois. Je l'ai lu, c'est le deuxième tome compagnon de One Last Stand je crois, que je n'ai pas lu parce que alors ça m'intriguait au début parce qu'on mettait en scène des personnes avec des handicaps, donc je trouvais ça trop chouette d'avoir la représentation. Sauf que le trope principal de l'histoire c'était une grossesse et moi merci non merci. Donc je me suis dit c'est pas grave, je me suis dit c'est un tome compagnon celui-ci. Donc ça se trouve il n'y aura pas de rapport avec les personnages, enfin il n'y a pas besoin d'avoir lu le premier. On revoit les persos, ils sont très sympas, la gamine elle est née, maintenant j'ai plus de problème avec ça. Mais alors lire leur trope grossesse c'est hors de question. Mais du coup dans Out of the Woods, ce que j'ai beaucoup aimé dans le pitch qui m'intriguait, c'est que là on rencontrait un couple marié et en fait la femme du couple est un petit peu organisatrice d'événements et elle va mettre en place une espèce de soirée caritative et elle va avoir récolté de l'argent, sauf qu'à la fin l'argent qui est récolté c'est grâce à son mari parce qu'il a fait un don, parce qu'il avait des relations et tout machin, et en fait elle va avoir le sentiment de ne pas avoir réussi par elle-même et du coup elle va se remettre en question, elle, sa carrière, sa vie, son couple et tout. Elle ressent un éloignement avec son mari et ils vont décider de partir dans une espèce de thérapie de couple, un peu camp de vacances pour couple, et donc ils vont se retrouver avec d'autres couples, ils vont faire des activités etc pour essayer de se retrouver, pour apprendre à communiquer, à dialoguer, à dire ce qui va pas et tout. J'ai trouvé ça très sympa. Alors mon seul bémol c'est que je l'ai écouté en audio et que le sexe était assez cringe, voilà. Bon après c'est un couple marié, je sais pas si ça fait quelque chose, mais il était pas super sexy. Le mec en lui-même il me faisait pas rêver de base, mais j'ai trouvé que c'était assez beau, c'était assez green flag. J'ai bien aimé le fait qu'on suive un couple qui se connaît déjà, qui est ensemble depuis des années, depuis ils sont premier amour il me semble, chacun ils se sont rencontrés en cours, donc ça j'ai vraiment beaucoup aimé. Les personnages qui sont autour d'eux étaient très sympas aussi, donc c'était une romance sympathique. Ensuite, j'ai lu La Correspondante, donc qui est sortie en janvier, que j'avais repéré, mais j'ai attendu d'aller en librairie pour l'acheter. Où là, on rencontre Sibylle, qui est une retraitée des carrières juridiques, donc voilà, le monde d'avocat, greffière, tout ça, enfin voilà. Et elle, ce qu'elle aime, c'est écrire des lettres. Du coup, Sibylle, ici, nous fait part de son quotidien à travers ses lettres. Donc ce que je trouve chouette, c'est qu'on arrive quand même à très bien ressentir ce qu'elle ressent. On apprend quand même à s'attacher et à connaître les personnages à qui elle parle à travers les lettres. Donc je trouve que c'est quand même assez fort comme réussite avec juste la plume et des lettres et pas des interactions directes entre les personnages. Je dirais que ça m'a beaucoup émue parce qu'il y a des thématiques qui sont abordées, plus ça va dans le livre, plus on comprend certaines choses entre les lignes avant que ça arrive tout à la fin. Et j'ai été agréablement surprise d'autant aimer ce livre, franchement.
Le personnage de Sibylle, moi je pensais au début qu'elle allait être acariâtre, détestable. Alors oui, elle mâche pas ses mots, elle a un franc-parler du feu de Dieu. Quand il y a besoin, elle n'hésite pas à dire ses 4 vérités aux gens à travers ses lettres, mais toujours avec des beaux mots et des belles tournures de phrases. Donc elle le dit avec tact et bienveillance, comme moi je ne saurais pas le faire si je dois vous parler par exemple de Eva Zunders. Pour ceux qui savent. Mais du coup, oui, je pensais qu'elle allait être acariâtre, un peu désagréable, qu'elle allait envoyer juste des lettres incendiaires à tout le monde, puis qu'un jour elle allait se prendre un retour de karma et recevoir des lettres anonymes en mode bah ma cocotte, je te rappelle que voilà, t'as fait des trucs qui machin. Pas du tout, on part pas du tout dans un thriller un peu bizarre ou quoi, on reste vraiment sur un contemporain épistolaire léger, feel good, oui, mais franchement, moi, ce qui m'a le plus plu là-dedans, c'est la plume. Voilà, l'importance de la lettre, l'importance de l'écriture, de la belle prose, des beaux mots. En plus, Sibylle a une façon de parler à chacun de ses interlocuteurs, donc on sait en fait, rien qu'avec lettres, à qui elle s'adresse. Franchement, c'est un format que j'ai trouvé super. C'est un livre que j'ai vraiment adoré et que je vous recommande vraiment si vous êtes assez sensible, si vous êtes facilement touché, enfin si vous avez envie de quelque chose qui va vraiment vous atteindre et pas vous faire des nœuds au cerveau, où on n'a pas des mauvaises ondes, quoi que ce soit. On a des panels de personnages sympas, des thématiques importantes abordées, mais avec justesse, avec tact. C'était vraiment très très chouette. Ensuite, également très chouette, j'ai lu Nora sort du cadre, donc au label Saxus Romance. Donc c'est le deuxième titre de ce label. Le premier, c'était L'étrange Noël de Monsieur Claus. J'avais été très mitigée, on verra ce mois-ci avec la sortie du tome Compagnon sur le frère si on n'est plus convaincu. Mais en tout cas, j'ai été très convaincue par ce livre-là parce qu'ici on rencontre Nora qui est scénariste. Elle écrit des scénarios de romans d'amour pour une chaîne télé, voilà, un petit peu à la M6, à la TF1. Et elle vit avec ses 2 enfants seule parce que l'homme s'est tiré, hein, bien sûr, voilà, elle a un petit peu marre du quotidien donc elle est partie. Il dit toujours qu'il va revenir passer du temps avec les enfants, il ne le fait jamais, hein, voilà, je vous le donne en mille. Et un jour, donc Nora va, pour un petit peu extérioriser tout ça, elle va décider d'écrire un scénario qui s'appuie sur leur rupture, son histoire et son agente. Au lieu de proposer comme habituellement son scénario aux chaînes télé classiques, elle va proposer un grand studio et ça va être accepté. Donc là ça va être les grands écrans, tournage de films et tout. Le pompon sur la garde pour Nora, c'est que le lieu de tournage qui va être choisi, ça va être chez elle parce que sa maison est propice vu que c'est un peu son histoire. Et la particularité, c'est qu'au fond de son jardin, elle a une espèce de salon de thé, voilà, où elle peut se détendre, on peut y vaquer, donc c'est sympa. Donc voilà, tout team arrive, les caméras, les caravanes, les projecteurs, les maquilleuses et Léo Verns, bien sûr, qui est une star montante du milieu à l'heure actuelle. Donc il arrive et puis voilà, de fil en aiguillette, la romance va se tisser. Alors je dois vous dire que j'avais mal un petit peu interprété le résumé parce que moi je pensais qu'on allait suivre vraiment pendant le livre le tournage et que l'histoire d'amour allait se créer au fil des pages et du tournage, voilà, parce qu'elle va donner des conseils, en fait pas du tout, enfin si, oui mais non, parce que le tournage ça va vraiment être dans les premiers chapitres et après tout le monde s'en va, le tournage est terminé, super, Nora peut souffler, sauf qu'un jour elle va rentrer et chez elle sur son porche elle va trouver Léo Verns qui fuit un petit peu les cotillons, les paillettes et les grands plateaux de tournage parce que voilà, il veut un petit peu faire le mort et tout le monde va être un petit peu au sans coup, envoyer des messages à Nora et t'aurais pas vu machin, il a disparu, oh my god, c'est l'alerte générale. Lui il va dire vas-y dis rien, laisse-moi juste un peu de temps, j'ai besoin de temps pour moi pour respirer. Donc elle va accepter de l'héberger, elle va l'héberger dans le salon de thé au fond du jardin parce qu'ils vont pas partager la maison non plus. Vu qu'il y a ses enfants, elle veut pas que ce soit tendancieux, ce qui est compréhensible. Donc voilà, il va y avoir ça. Là, dans ce quotidien-là, va se construire la relation. J'ai mis 4 sur 5 parce que l'homme, qui est un homme adulte, vraiment on a affaire à des adultes qui sont censés être matures, va faire le mort. Tout simplement parce que il va prendre une info qu'on va lui donner. Vu l'informateur, moi j'aurais vérifié plutôt 2 fois qu'une, mais lui il va prendre pour argent comptant ce qu'on lui dit et il va disparaître comme ça. Et on a Nora qui va pas savoir où se mettre parce que lui 2 semaines plus tôt il a envoyé des SMS en mode là j'ai un retournage mais j'essaye de faire au mieux et tout. En plus il était engagé sur les événements des enfants et tout, donc Nora est complètement dépitée. Je dois dire que là on a ce qui ressort, c'est le côté un petit peu dépendance affective. En plus Nora a déjà raconté à Léo son passif et ses difficultés face à l'abandon, face aux personnes qui rentrent dans sa vie et tout, et lui il va préférer ne pas communiquer et disparaître du jour au lendemain en la laissant avec toutes ses pensées négatives
est-il qu'ils vont l'envahir parce que est-ce que c'est elle qui a fait quelque chose de mal, elle va se remettre en question et tout. Alors que non, il y a juste vraiment un manque de communication de la part de monsieur parce qu'il est trop bête. Et ça vraiment ça m'a énervé, donc c'est pour ça que j'ai enlevé une étoile. Franchement il n'y aurait pas eu ça, le mec aurait été hyper mature et intelligent, ça aurait pu être coup de cœur. Mais sinon à part ça vraiment rien que pour le côté maman solo, les personnages secondaires qui sont sympas, c'est léger, c'est court, franchement ça fait totalement son taf. Ensuite j'ai lu une autre romance qui cette fois pareil m'a également beaucoup convaincue et je suis très contente parce que j'avais trop envie de l'aimer. La couverture je la trouvais somptueuse. C'est Wild Rose de je ne sais plus qui, Émilie Parizeau je crois, donc c'est chez Hugo Roman. J'attendais en fait que l'audio sorte pour l'écouter, pour le découvrir parce que je voulais pouvoir m'immerger dedans. J'ai pas été déçue franchement, vu le résumé voilà, pour moi c'était quelque chose qu'il fallait que j'écoute et pas forcément que je lise, donc comme j'avais des heures sur les stories c'est parti, où là on rencontre une jeune femme qui dirige, enfin qui est un petit peu directrice d'un manoir, un complexe un peu hôtelier de luxe. Elle est à la tête d'une équipe dont sa grand-mère et voilà, elle gère un peu tout d'une main de maître, tout est réglé, carré, etc. Sauf qu'un jour, le propriétaire du manoir disparaît, il décède et donc va entrer en compte un héritage, sauf que la particularité c'est que pour l'héritier qui est Lyle, il faut mettre la main sur l'acte de propriété qui est dissimulé quelque part dans le manoir. Donc lui qui avait un peu fui le manoir justement pour de certaines raisons, va devoir revenir. Donc il arrive un peu à reculons parce que lui ce qu'il voit c'est qu'une fois qu'il a trouvé le paplard il peut revendre le manoir et puis être débarrassé de tout ça, sauf que quand il arrive sur place il tombe sur notre personnage principal, Mavis je crois, qui est une personne avec qui il a un passif, voilà, parce que pendant leur enfance ils étaient voilà, et donc du jour au lendemain il est parti visiblement sans donner d'explication, donc elle l'avait un petit peu en travers de la gorge, lui il avait d'autres trucs en travers de la gorge, donc que des travers, pas du tout l'autoroute de l'amour, hein. Et donc ils vont du coup se retrouver là à chercher la même chose, mais elle veut absolument pouvoir garder sa place et elle tient au manoir et à tout ce qu'il y a autour, alors que lui veut s'en débarrasser, enfin voilà, conflit d'intérêts, conflit tout court. J'ai beaucoup aimé, franchement j'ai trouvé que la narration audio était super, le fait qu'on ait deux narrateurs, un pour chaque sexe, c'est vraiment chouette parce que par exemple dans je ne sais plus quel bouquin que j'ai lu, je vous en reparlerai après, mais il n'y avait qu'une narratrice pour l'homme et la femme et je trouve que quand on veut donner une intonation masculine ou même féminine quand on est un homme, c'est pas facile, mais du coup j'ai beaucoup aimé parce qu'on est presque dans un huis clos parce qu'ils sortent pas beaucoup du manoir, mais j'ai bien aimé cette ambiance un petit peu vintage, un petit peu dark. Je regrette juste qu'on n'ait pas eu plus ce côté chasse au trésor dans le pur et dur, genre vraiment qui s'allient dès le début et pas trop parce qu'à un moment ils sont chacun de leur côté, mais je pensais qu'à un moment ils allaient plus vite se réunir pour trouver ce papier et communiquer sur l'avenir et tout. Donc voilà, c'est plus le côté chasse au trésor qu'on me vendait dans le résumé que j'ai pas eu à 100%, mais les personnages étaient chouettes, la relation était vraiment sympa, les personnages autour sont adorables. Donc je vous recommande totalement Wild Rose. Si vous pouvez l'écouter, c'est super, mais même si vous pouvez que le lire, allez-y. Ensuite, nous passons aux sorties du mois de février que j'ai lues. Donc voilà, là on part dans la nouveauté totale, c'est de l'inédit. Pas du tout si vous êtes sur mon TikTok ou sur mon Insta parce que j'en ai déjà parlé. Mais j'ai lu Book Lovers de Emily Henry. C'est la réconciliation pour Emily et moi parce que le précédent de l'auteur, donc Funny Story, je l'avais commencé en audio, je l'avais DNF parce que les persos bêtes comme leurs pieds comme ça, moi je pouvais pas, je crois que le mec il mettait des claquettes ou des tongs, enfin il avait l'air débile au possible, c'était pas possible, vraiment ça l'a pas du tout fait, j'ai pas voulu poursuivre, mais Book Lovers avait tout pour me plaire. Là on est sur un pitch de téléfilm dans le téléfilm parce qu'on rencontre Nora, encore une, qui est agente littéraire et qui enchaîne un petit peu les histoires sans grand sérieux parce qu'elle est focus sur sa carrière, vraiment c'est sa carrière d'abord, donc les hommes ils sont gentils, ils ont beau lui reprocher que c'est son travail avant, oui c'est son travail avant, on va pas être désolé non plus d'avoir envie d'une carrière, et un jour sa soeur va dire écoute,
là ça fait quand même une autre rupture, je pense qu'il faut que tu te changes les idées, que tu décroches un peu et du boulot et des hommes et de New York. Et elle va lui proposer de partir dans une petite ville typique des téléfilms, voilà, où il peut y avoir des petites problématiques, on tombe sur un beau bûcheron, et pour couronner le tout, parce que dans leur entourage c'est un peu un running gag que les gens se rencontrent dans des circonstances très téléfilmesques, rocambolesques, elles vont faire un peu une checklist en mode bah voilà, on va dans une petite ville, il faut qu'on trouve des petits locaux sympas, un beau bûcheron, un petit commerce à sauver et tout, enfin voilà, elles font une checklist en gros et elles partent. Et sauf que une fois là-bas, tout est super, vraiment ça coche tous les critères attendus. Les deux sœurs sont ravies, sauf que au lieu de tomber sur un beau bûcheron, elle va tomber sur un mec un peu grumpy, un peu lourd et en plus un peu rival, parce que lui est éditeur, donc vraiment ils sont dans le même milieu mais pas du tout sur les mêmes pentes et les mêmes sentiers, donc ils vont se retrouver à devoir faire un petit peu équipe forcée sur un certain projet, je n'en dis pas plus, mais en parallèle de ça on a la relation entre Nora et sa sœur. Voilà, il y a un petit peu peut-être des non-dits, on comprend vite qu'il y a elles s'entendent super bien, c'est une belle relation sœur-sœur, mais il y a peut-être quelque chose. Et outre le fait que là c'est cet audio là où on n'a qu'une narratrice, donc quand t'as fait l'homme c'est un peu nul et un peu cringe, j'ai vraiment passé un très bon moment. Pour le coup c'est vraiment ce dont j'avais besoin venant d'Emily Henry. Est-ce que j'ai préféré Book Lovers à People We Met on Vacation? Je ne sais pas. Mais on n'est pas loin, franchement on est kiff. Après l'échec de Funny Story, voilà, je pouvais pas avoir pire je pense, mais je suis très contente parce que j'ai vraiment beaucoup aimé celui-là. Puis j'aime bien le fait que là on est une femme qui est carriériste, voilà, qui n'a pas peur de dire les choses quand elle rencontre le mec et qui commence un peu à être friends avant d'être lovers. Elle lui dit bah voilà que sa carrière c'est super important et tout, enfin c'est son travail en premier, et lui il est un peu en mode ouais mais pour plus tard. Et elle est vraiment, enfin j'ai adoré le caractère de Nora, j'ai adoré ce personnage. Donc Book Lover, ça je vous recommande comme romance, j'allais dire d'été mais pas forcément, parce que voilà, c'est pour toute saison, c'est super. Ensuite, j'ai lu le tome 1 de Night River de H.M. Gray, donc tisseur de nuit, c'est chez Big Bang. Big Bang, faire des reliés c'est bien, faire des reliés moches, non merci. Moi les reliés cubiques comme ça c'est des bricasses, moi j'aime pas. Moi pour moi relié il est arrondi et limite il a une jaquette, mais du carré comme ça, taillé à la serpe, on dirait une Mégane 2 frère, c'est pas possible. Vraiment, j'aime pas du tout. Le relié, je le dis, il aurait été embroché, j'aurais pu embrocher. Mais bon, là, j'avais pas le choix. 25 €, la douloureuse. Mais heureusement, c'était très très sympa. Ici, on rencontre Aster qui a 17 ans. On est dans un monde où les humains ont été un petit peu chassés de leur continent des siècles plus tôt par les tisseurs de nuit, qui sont visiblement des êtres un petit peu mystiques avec des pouvoirs magiques. Il y a un peu des mythes autour d'eux. Est-ce qu'ils mangent des humains? Est-ce qu'ils boivent du sang? On sait pas trop. Mais tant bien est que Aster, elle, fait partie d'une famille, d'un clan de pirates. Donc ça, j'ai beaucoup aimé quand on me présente ça. Moi, je dis oui. Et sauf que voilà, ils font forcément des pirateries, des mutineries, tout ce que tu veux. Sauf qu'un jour, ils se font capturer. Et là, la sentence est irrévocable. C'est pas le flambeau qui va s'éteindre, mais juste la vie, parce qu'ils sont condamnés à se faire pendre. En plus, entre-temps, son frère a disparu. On suppose qu'il est mort, voilà. Après, moi, comme je dis, pas de corps, pas de mort. Mais bon, ça, tout est relatif. À un moment, on connaît l'école. Mais du coup, elle va pour aller sur la potence. Sauf que au moment de mourir, quelqu'un va dire... Je ne crois pas, écoute, je te propose à toi et ta famille ma protection si tu viens travailler sur mes terres. Il s'agit de Will, Will qui est, je vous le nomme, un tisseur de nuit. Aster, elle, pour protéger sa famille, elle va dire oui, pas de souci. Et en fait, ils vont débarquer dans une espèce de manoir un peu gothique et tout, pour travailler. Et ils vont se rendre compte que la vie n'est pas si terrible que ça. Personne ne les a encore mangés, voilà, personne n'a bu leur sang à la pleine lune. Et puis, Will n'est peut-être pas si dark que sa réputation voudrait le laisser entendre. Donc on va suivre Aster qui, pareil, va commencer, il va y avoir des trucs qui vont se passer un peu au sein du château, genre des gens qui ont des réactions un peu bizarres, peut-être des petites apparitions, on sait pas trop. Donc voilà, il va y avoir tout un truc un peu mystique, c'est le cas de le dire. Et moi j'ai beaucoup aimé, voilà, j'ai beaucoup aimé parce que là on est sur une romantasy young adulte. On n'a pas de smut dans ce tome-là en tout cas. On est, après la nana a 17 ans, faut pas pousser. Mais j'ai beaucoup aimé ce que j'ai lu. Franchement, pour le coup, je vous dis, j'ai refermé le livre. J'avais vraiment envie de savoir la suite, de savoir ce qu'il en était. La fin était trop chouette, franchement. Les rebondissements, il y en a que j'avais vu venir, d'autres j'avais pas vu venir. Et j'étais en mode, mais trop bien en fait, genre j'ai trop envie. Ce que j'espère, parce que là on n'en a pas trop, c'est le côté piraterie. J'espère que dans le 2 il y en aura plus. Mais vu la fin, j'aurais tendance à dire que oui.
Et puis j'étais un peu chafouine parce que Aster dans les premiers chapitres est très badass, et à partir du moment où elle arrive chez William dans sa famille, dans son domaine là, elle s'assagit très vite, et je trouvais que c'était un peu dommage parce qu'elle a vraiment un caractère un petit peu de feu, et ça aurait pu faire des grosses étincelles avec Will, parce que il faut savoir que Will en face est adorable, vraiment le mec est adorable. En fait il arrive à être un petit peu bad boy, un petit peu sexy et tout en étant gentil et respectueux, et il a des punchlines, et en fait ça se voit, on a envie d'être sympa avec lui, genre un peu comme je sais plus comment il s'appelle Cameron, il y a un cas dans Cameron dans Bad Ash, ou un peu à la Inheritance Games Boy, vous voyez, vraiment je l'ai adoré, donc j'ai trop hâte de voir la suite. Franchement moi je suis trop convaincue, le Fond de Family trop bien, ça je vous recommande. Malheureusement je vous recommande peut-être un petit peu moins L'ennemi de mes rêves, donc c'est chez Roncière, et le bandeau nous disait que c'était une torride romance historique. Je dois vous avouer que je cherche encore le torride, parce que moi quand j'avais présenté ce livre dans ma vidéo wishlist, je me suis dit ah bah là moi je veux du cul, en plus chez Séroncière, en plus c'est dans la romantique, donc à l'époque il lésignait pas sur les parties de Jean Moller, même à plusieurs, donc moi j'étais au taquet. En plus là le résumé on dit que la nana elle voudrait être impératrice, sympa, carriériste à l'époque, même si on sait que bon là voilà, et que du coup elle est assez fêtarde et tout, un petit peu une vie de débauche, donc moi je me dis bah trop cool, elle boit, elle baise, super et tout machin, et son frère va vouloir la marier, elle va dire je crois pas, non, elle va vouloir fuir, et là elle va tomber sur je sais plus, Alaric, je crois qu'il s'appelle Alaric, mais ça me fait très bizarre parce que on sait à qui on pense quand on pense à Alaric. Elle va le croiser, et lui c'est le roi des Visigoths, vous le dites comme vous voulez, et lui il veut récupérer des terres qui lui sont dues, donc il va vouloir la kidnapper pour un petit peu faire chanter le frère, sauf que le frère il n'a rien à carrer de sa sœur, vraiment du tout, ce qu'il pense c'est au pouvoir, et en fait du coup on va avoir notre protagoniste qui va dire peut-être se servir de Alaric pour peut-être créer un truc et récupérer un empire. Ok si tu veux, le problème c'est que notre jeune femme n'est qu'une pauvre vierge. Je suis désolée de dire, mais ok, elle boit 2-3 verres de vin, elle fume 2-3 joints d'opium là, mais c'est une allumeuse, mais l'allumette elle prend pas feu. Et ça m'a chagrinée parce que la première rencontre un petit peu à la volée dans la rue entre elle et Alaric, il y a une allusion, il y a tout de suite un truc. Et moi j'étais en mode yes et tout. Et après quand on va être dans sa tête, elle va me dire qu'elle est vierge et tout, donc en fait elle fait l'allumeuse mais elle va pas au bout des trucs. Vraiment juste elle parle, elle agit pas, et moi j'étais en mode du coup autant elle aurait eu une carrière dans le sexe, elle aurait eu une expérience intime. Tu te dis que quand elle est face à ce mec qui lui a sans doute conquéri pas que des terres mais aussi des femmes, ils vont tout de suite matcher et ça va être hyper sexy, hyper chaud, enfin ils vont tout de suite se comprendre, savoir où se mettre, les mains, les langues, ce que vous voulez, mais du coup en fait non. Mais elle arrive quand même à avoir 3 orgasmes la première fois, donc moi je trouve ça sensationnel, vraiment. Je veux bien la romantique qui... en plus ils sont team petit zizi là-bas à cette époque, mais alors là franchement moi je trouve que des fois les auteurs elles sont pas très réalistes dans le texte, et quand c'est des femmes qui écrivent je me dis mais les filles vous connaissez pas ou quoi, genre je sais pas, ou alors écrivez des manuels pour les hommes, parce que là c'est fabuleux cette histoire. Donc voilà, j'ai trouvé ça un peu dommage parce que du coup côté roman ça m'a pas convaincu. Au niveau de l'intrigue je dois dire que je voyais pas trop pourquoi on était là. Genre, en fait, il y a quelque chose qui se met en place tout au long du livre, et à la fin, en 3 chapitres, même pas 20 pages, c'est réglé. C'est très décousu dans le truc. En revanche, j'ai pas ressorti tous mes cours d'histoire pour vous dire si c'était fiable, machin. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il n'y a pas de douche, il n'y a pas de téléphone, donc je me dis c'est assez fiable. Je pense que l'auteur a quand même fait des recherches, voilà, elle s'est quand même renseignée sur la période. Donc ça, c'était plutôt sympa, tout cet aspect-là. Mais ça m'a vraiment beaucoup laissé sur ma faim, quoi. J'ai mangé 2 feuilles de salade alors que j'aurais voulu la salade César, quoi. Ensuite là pour le coup j'ai eu la salade, la vinaigrette, tout ce que vous voulez, parce que j'ai lu Diable Blanc de James Robert Decker chez Monsieur Toussaint Louverture, qui nous propose encore une fois un ouvrage sensationnel où vous voyez cette couverture, c'était ma tête pendant la lecture. Vraiment j'ai été étonnée de A à Z par cette histoire. Si vous aimez un petit peu le trash, un petit peu le gore, un petit peu le vulgaire, un petit peu le cheap,
des films des années 70, je pense que ça peut vous plaire parce qu'on rencontre Tom, qui est un écrivain qui a fait un best-seller sur un true crime il y a quelques années, sauf que son dernier livre a fait un flop, donc niveau thune c'est pas trop ça. Sa femme, elle peut pas assumer le train de vie toute seule, ce qui est logique, donc il faut qu'il trouve une solution. Et la solution, elle propose d'aller estorquer un petit peu d'argent au daron. Le daron, qui lui aussi est un auteur de renom, donc il n'est pas à 2-3 euros près. Sauf que quand ils vont arriver là-bas, le daron va dire non pour les sous, mais en plus il va oser se foutre de leur gueule. Et alors à partir de là, ils vont partir en cacahuète dans leurs idées, dans leurs plans farfelus. Une cacahuèterie, mon gars, j'ai jamais vu ça, vraiment c'est tout le paquet de Ben Nuts. Parce que ils vont vouloir se venger. Dans des extrêmes, et en fait ils vont vouloir faire porter le chapeau de leurs idées à quelqu'un, sauf qu'à un moment ça va pas se passer comme prévu, ils vont devoir reprendre la main, sauf que c'est n'importe quoi, vraiment ça n'assume pas, la fin a été scandaleusement étonnante, je dois dire que vraiment en fait on passe de la folie à l'obsession, les travers des humains. Le couple est totalement toxique. Au début, en fait, on sait très vite, on comprend que Bess, la femme, a des troubles du comportement. Qu'est-ce qu'elle est bipolaire, schizophrène, je ne saurais pas trop vous dire, mais elle prend des médicaments. Et on voit dans ses attitudes, dans ses changements de comportement qu'il y a quelque chose. Et au début, je me dis, elle est quand même méchante avec Tom, c'est quand même pas très sympa et tout. Sauf qu'à un moment, il va la gifler, il va avoir des paroles et tout, ça va. En fait, ils sont toxiques pour tous les deux, mais ils se trouvent ensemble dans leur folie, c'était n'importe quoi, c'était divin. Vraiment, c'était savoureux à suivre. Et la particularité, c'est que en fait, le récit est en plusieurs parties, mais sous forme de cassettes. Et en fait, Tom enregistre des cassettes pour raconter l'histoire, et il s'adresse à nous, enfin à l'auteur, donc en gros un ami, nous, et donc du coup je trouve ça encore plus fou parce que t'imagines, en fait tu reçois des cassettes, peut-être on est dans 13 Reasons Why, je ne sais pas, et en fait t'écoutes et plus ça va, plus ça monte crescendo dans le truc, et tu te dis tu peux pas arrêter d'écouter, de lire tout ce que tu veux. Et je l'ai écouté en audio et c'était encore plus formidable, franchement ça je vous recommande, c'est vraiment un 5 sur 5. J'ai pas mis coup de cœur parce que en fait j'aurais voulu un petit peu un après par rapport à tout ce qui se passe, donc voilà, mais trop bien. Ensuite, beaucoup moins bien, évidemment, on a lu La locataire de Freda McFadden. Freda McFadden, l'adepte du CTRL-C, CTRL-V, parce qu'elle prend une recette, elle fait la même chose, elle change juste le goût, vous voyez, des pépites de chocolat. Genre au lieu de mettre des pépites de chocolat, elle va mettre, je sais pas, des framboises. Donc voilà, elle prend une histoire, elle prend son schéma habituel, donc c'est-à-dire un couple, un homme, une femme, une tierce personne, qui vient se greffer dans le quotidien du couple. Et là, il commence à se passer des trucs un petit peu bizarres. Et puis en fait, le schéma narratif, donc nous avons une première partie d'un point de vue. Là, c'était original parce qu'on était du point de vue de l'homme, ce qui est assez rare avec Freda. Donc, elle nous propose un petit renouveau qui ne dure pas parce qu'après on passe sur une deuxième partie, comme d'hab, où là on est du point de vue d'un des deux autres personnages, parce qu'on a 3 personnages clés, où là on comprend que cette personne paraissait innocente, mais en fait depuis le début elle fomente quelque chose pour se venger de la personne numéro 1. Voilà. Et après nous avons la partie 3, où en fait la troisième personne, pop, on te fait croire qu'en fait on t'a eu, mais en fait on ne t'a pas eu, mais on t'a re-eu. Et à la fin, c'est la fin, en fait, les 5 dernières phrases, on va te dire « Ah, tu pensais avoir tout compris, mais encore là, je t'ai ». Comme dans la prof. Pas du tout. Freda, à un moment, ça marche pas. À un moment, on s'essouffle. On n'a pas couru 10 km, mais on est quand même essoufflé de te lire. Je sais pas, en fait. Ok, ça marche. Ça marche une fois, 2 fois, mais à un moment, il faut se recycler. Enfin, j'ai pas envie de dire que c'est du thriller domestique pour personnes bêtes, parce que pas du tout, c'est efficace et je le reconnais totalement. Moi, dans mon entourage, il y a plein de gens qui se sont mis à lire parce qu'il y a eu cet engouement autour de la femme de ménage. Mais à un moment donné, je sais pas, elle propose peut-être chose. Surtout qu'en plus, à chaque fois, les potentiels des résumés sont super et l'exécution est médiocre. Donc, un peu la flemme, Freda. Le problème, c'est que entre toi et moi, c'est très toxique parce que je sais que le prochain livre, je le lirai quand même parce que le pitch sera sympa et je serai quand même déçue. Donc voilà, je vous le recommande pas forcément, pour le coup. Ensuite, très agréable surprise, j'ai lu le premier tome du Chant du Dragon, donc la Symphonie des Cendres, ou alors c'est l'inverse, c'est la Symphonie des Cendres, c'est le Chant du Dragon, mais bref, il y a des dragons et des symphonies dans l'histoire. Parce que là, dans la vidéo des sorties qui me tentaient, je vous avais dit ça passe ou ça casse parce que le résumé, c'était un petit peu wattpadien, on va pas se mentir. On avait Kat qui était une jeune femme visiblement sur les plateaux hollywoodiens, qui boit des Starbucks, elle a un iPhone, tout ce que vous voulez, nanana.
Puis au moment où elle tombe, elle se réveille dans une autre dimension, où là on est dans un monde de fantasy avec des dragons, des princes, des vampires, tout ce que vous voulez, des sorciers, des sorcières. Et il s'avère qu'elle tombe sur Damien Dracona. Et que le mec, lui, est un prince un peu déchu, un peu maudit. Il y a un truc avec lui, une espèce de prophétie qui va pas. Et il peut pas la piffrer parce que visiblement elle ressemble à Lady Aria. Mais elle sait pas qui c'est, mais elle lui ressemble. Mais est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, on sait pas trop. Enfin bref, le résumé était un peu floutax, un peu... je savais pas trop. Mais alors quand j'ai commencé le livre, je ne pouvais plus m'arrêter. Pour vous dire, quand je l'ai fini, il me fallait absolument la suite. J'étais à fond dedans, ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti ça. Genre ce que j'ai ressenti pour Nightwaver, encore mieux, vraiment, j'ai trop aimé. Donc on rencontre Kat qui est en fait dans notre monde, elle est cascadeuse pour les films. Donc parce qu'elle a été dans l'armée, trop bien, vraiment, mais trop bien. Déjà là ça cochait des cases, plus que de raison. Et donc elle est cascadeuse et en faisant une cascade, elle va se réveiller dans l'eau et elle va être repêchée, mise sur un bateau, et là elle fait face à des gens un peu bizarres. Elle reconnaît personne, c'est pas les acteurs avec qui elle travaillé, c'est pas l'équipe de tournage, enfin le plateau what the fuck. Et donc là à partir de là elle va être très en mode qu'est-ce qui se passe, les gens autour d'elle ils vont la prendre un peu de haut, ils vont un peu avoir l'air d'avoir peur d'elle et tout, trop bizarre. Elle arrive dans une espèce de château, il y a sa sœur qui lui saute dessus. Il l'appelle par un autre prénom, elle est en mode mais c'est pas moi et tout. Donc ce que j'ai beaucoup aimé dans l'ensemble du livre, c'est que Kat, jamais elle prend la situation pour acquis en mode oh pas de soucis, je m'adapte trop bien, nanani, je suis l'élu, nanana. Non, elle est toujours en mode mais moi je veux rentrer chez moi, je sais pas ce que je fais là. Quand elle envoie bouler les gens, ils sont un peu en mode mais attends, tu sais à qui tu parles au roi et tout machin. Elle est en mode mais je ne sais pas, j'ai pas les codes, je ne suis pas d'ici. Elle a beau essayer de l'expliquer par A plus B par 12, que personne ne veut comprendre, donc elle va essayer de partir en quête pour trouver des réponses, une solution, s'il n'y a pas des gens qui peuvent l'aider. Sauf que comme elle a un statut, vu qu'elle a l'identité d'une autre personne, et qu'elle lui ressemble, bah elle peut pas un peu faire ce qu'elle veut, elle est forcément surveillée. Donc il y a ça, et en parallèle il y a Damien tout court, vraiment Damien, qui est là, et il a l'air de pas pouvoir la piffrer, et on comprend qu'il a eu peut-être un truc avec sa sœur, mais ça c'est fini, et lui... Le truc qu'il y a entre eux, on sait pas trop, mais j'ai beaucoup aimé leur relation. Franchement, le Enemies to Lovers, là, j'adore. Kat, elle en fait exprès de le pousser à bout, c'est hilarant. Des fois, elle lui dit, ouais, qu'est-ce que tu veux, David et tout. Et lui, il est là en mode, c'est Damien, en fait. Et elle en fait exprès parce qu'elle sait très bien que ça va l'agacer. J'ai adoré, c'était hilarant. Le fond de famille est super, les personnages secondaires sont trop cool. Et on a du coup cette intrigue autour de pourquoi elle est là, pourquoi elle ressemble à telle personne, et pourquoi Damien est un prince déchu, parce que dans son truc, ils ont le pouvoir de se transformer en dragon. Enfin, il y a un micmac sociétal, hiérarchique, familial, qui fait que lui, il est un peu exilé. Il n'y a que son oncle à qui il fait confiance. Est-ce qu'il est digne de confiance? Je sais pas encore trop quoi en penser, mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'en parallèle, du coup, pour que chacun trouve des réponses à ces questions, ils vont devoir un petit peu s'allier de manière forcée. Et il y a une intrigue qui met en scène des vampires, mais des vampires vraiment badass. Genre vraiment, ils sont pas là pour être gentils, ils vont pas briller au soleil du tout. Et j'ai beaucoup aimé. Franchement, en fait, tout était trop bien dans ce livre, vraiment, j'ai adoré. J'ai pas mis coup de cœur parce que voilà, il y avait des trucs. Des fois, c'était un peu flou. Ok, on avance, on a des réponses, on avance, on a des réponses, on finit, on a un cliffhanger qui est quand même sympa. Mais il y a des choses, j'aurais voulu peut-être plus de mise en contexte, je sais pas comment dire, mais plus de... Peut-être que le début dans le monde réel dure un peu plus, je sais pas. Mais j'ai vraiment passé un excellent moment. Franchement, ça je vous recommande. Je sais pas comment ça va partir. Ça va partir en totale fantasy, du smut à foison et tout machin. Là, il n'y a pas eu de grandes effusions et de grandes déclarations. Donc moi, ça me convient très bien. Donc écoutez, affaire à suivre pour cette série. Mais je me suis fait un résumé spoilant parce que moi, je veux avoir tous les éléments en tête de qui je me suis méfiée dans ce tome-là, si je dois bien faire gaffe dans les tomes suivants. Ensuite, j'ai lu Les secrets de cuisine de Mrs. Queen, où là, j'ai encore beaucoup aimé. Comme avec la correspondante, on a une personne âgée. Voilà, parce que là, Jenny, qu'on rencontre à 77 ans, je crois, 70, enfin, la 70aine. Elle vit avec son mari, elle a ses neveux, ses nièces, parce qu'elle n'a pas d'enfants. Donc voilà, elle a quand même une famille, un entourage, elle fait partie du club de tricot, de machin, de trucs. Sauf qu'un jour, elle va trouver que sa routine, elle est un peu plan-plan.
elle va dire son quotidien, bon, faudrait peut-être un peu le pimenter. Et du coup, dans le dos de tout le monde, elle va tenter de s'inscrire à un concours de pâtisserie, donc style le meilleur pâtissier Top Chef, quoi. Et donc elle va passer les sélections et tout, et elle va être prise. Donc là, forcément, en étant prise, elle sait qu'elle va devoir passer à la télé, donc il va falloir qu'elle le dise aux gens. Et tous les gens vont être trop fans, ils vont être en mode ah mais trop bien, mais par contre fais quand même attention à ta santé et tout, parce que ça peut peut-être être un milieu un petit peu compliqué. Mais ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est que le milieu de la télévision est vraiment en mode green flag, en mode c'est bonne ambiance, c'est comme ce qu'on voit au meilleur pâtissier, c'est que les candidats ils sont amis, se soutiennent et machin. Il y en a des un peu plus pénibles que d'autres, mais dans l'ensemble c'est très good vibes, donc ça j'ai beaucoup aimé. Tout le monde est là pour Jenny, même si c'est une personne âgée. Il y a des problèmes un petit peu plus durs qui sont abordés, je dis pas de quelle façon, mais moi j'ai beaucoup aimé comment c'était amené, c'était assez émouvant. Franchement, si vous avez l'habitude de fouiner sur les TikTok des personnes âgées ou quoi, ce livre va avoir cet effet sur vous. En plus de vous donner faim, parce que les brioches et tout, moi j'en veux bien aussi, et j'ai beaucoup aimé la fin. Pour le coup, c'est vraiment la fin que j'espérais, que j'attendais, je l'ai eu, donc ça j'étais très contente. Ah oui, alors celui-là je l'ai pas mis dans les suites parce que je suis déçue de moi-même de pas avoir réussi à concentrer tout ce que je voulais, sachant que c'était dans à peu près le même univers que l'autre d'avant. J'ai lu Le Pavillon des Fièvres de Noémie Adenis, donc où là on est sur la vieille époque. On rencontre une jeune femme, Madeleine. Madeleine, elle vit avec ses parents, sauf que sa mère est malade, donc elle a un peu toute l'attention sur elle. Et Madeleine, elle est un peu semarde, elle mange un peu son seum, donc elle voudrait l'attention, donc elle va simuler d'être malade. Sauf que karma, boomerang, son père il va dire bah écoute, si t'es si mal que ça, on va t'envoyer dans une maison de repos, et puis comme ça t'auras le temps de te recentrer. Vraiment, c'est Maître Gims, le plan a échoué. Donc elle se retrouve dans une maison de repos où visiblement on met aussi un petit peu les aliénés. Alors attention, les aliénés avec des très gros guillemets, parce que ce sont juste des femmes qui pensent, qui réfléchissent, qui ont un utérus, voilà, mais bon, comme elles ont tous ces critères, elles sont forcément folles, donc voilà, je trouve ça aberrant. Et Madeleine, au final, est saine d'esprit parce qu'elle simule, pour le coup, elle va découvrir que dans cette maison de repos, il y a des choses qui sont un peu bizarres. Il y a des animaux qui sont retrouvés morts, enfin des oiseaux et tout, trop bizarre. Elle croise des patientes, et puis après elle les croise plus, mais il y a un truc et tout. Les médecins sont des hommes évidemment. Donc elle va commencer à se demander s'il ne se passe pas quelque chose, et elle va tomber un jour sur Antoine Leston ou Alexandre, non Antoine je crois, qui est un chirurgien qui débute, et je pense que ce personnage, enfin je pense qu'il y a un lien avec le jardin des anatomistes que j'ai lu l'année dernière. J'ai pas réussi à faire le lien et ça me frustre énormément, mais elle le connaît parce que dans son passé, parce qu'on a aussi des chapitres flashback, ils se sont croisés et tout, donc elle va lui faire part de ses inquiétudes et de ses soupçons, et donc lui il a pas trop envie, mais il va quand même mener un petit peu l'enquête, et on va voir ce truc. J'ai beaucoup aimé parce que j'ai trouvé que dans ce livre là vraiment les femmes étaient à l'honneur. On les laisse penser, on les laisse réfléchir, elles n'ont pas de problème à s'allier les unes aux autres. Voilà, elles sont un peu méfiantes au début, mais après elles vont vite créer un esprit de sororité. Donc ça j'ai beaucoup aimé. Pareil, encore une fois, comme pour les autres livres où il y a de l'historique, là à la fin l'auteur pareil nous dit de quoi elle s'est inspirée comme fait réel, ce qu'elle a un peu enjolivé, ce qu'elle a romancé, parce que là on parle d'une maladie de troubles du comportement, tout ça, qui sont pas forcément connus à l'époque, mais qui le seraient maintenant, donc elle parle vraiment pré-symptômes et tout. C'est vraiment très bien fait, franchement ça c'est du très bon thriller historique. Ensuite, mon grand désarroi, j'ai pas aimé autant que je pensais, j'ai lu Memory Palace. Alors le premier truc que je veux dire, c'est que vous avez un cheval là sur la jaquette. Il n'y a pas de cheval dans l'histoire, le seul animal qu'il y a c'est une goéland. Voilà, donc je ne sais pas pourquoi cette jaquette, je n'ai pas compris, je suis peut-être passée à côté de quelque chose. Mais ici, le pitch, c'était qu'on était dans une base spatiale abandonnée. Alors, on n'est pas dans l'espace, on est vraiment sur Terre, parce que c'est le post-apo, il y a eu la fin du monde, enfin, il y a eu des choses pas très bien faites. Donc, on a des nanas qui se sont réfugiées dans cette base et qui se donnent pour mission de rassembler tous leurs souvenirs, toute la mémoire des données qui sont dans les ordinateurs et tout, pour envoyer une capsule dans l'espace, et qu'un jour, une nouvelle population les trouve et sache ce qui s'est passé, tout ça avec l'aide de Memory Palace, qui est une intelligence artificielle. Donc là on est sur une intelligence artificielle, contrairement au livre dont je vais vous parler après, où c'est vraiment juste une voix, elle n'est pas personnifiée, c'est pas un robot ou quoi, c'est vraiment une voix, un ordinateur, enfin dans la base, une assistante. Donc il y a ça, et en parallèle à un moment débarque une autre jeune femme qui vient se greffer au truc, qui vient un peu mettre la pagaille. Les filles du groupe initial ont peur qu'elle sabote un peu tout, mais elle a des explications, enfin il y a quelque chose.
Déjà, j'ai beaucoup aimé ce que j'avais attendu en étant écrit par une femme, c'est qu'on a vraiment 5 portraits de femmes toutes différentes, avec tous un passif. Là, j'aurais aimé beaucoup plus de développement sur un peu plus de flashback, parce que elles sont vraiment super intéressantes. Elles ont vraiment un cerveau et on a envie d'apprendre à les connaître et de s'attacher à elles, mais en fait on n'a pas le temps parce que le livre est extrêmement court. Le livre fait genre 250-260 pages et pour moi, à partir du moment où tu abordes une thématique, un sujet comme ça, bah tu peux pas me donner que 250 pages. Parce qu'en plus, ce que j'ai trouvé dommage, c'est que là où j'ai su que c'était pas efficace, c'est que le livre est sous format chapitrage, mais compte à rebours. Et en fait, je l'ai pas ressenti, ce côté haletant de compte à rebours, de est-ce qu'on va y arriver, est-ce qu'on va y arriver, est-ce qu'on va y arriver. J'ai trouvé que c'était quand même long et j'ai trouvé que c'était dommage. Et en fait, j'ai trouvé qu'on restait vraiment en surface. Donc je voyais pas où l'auteur voulait en venir, je voyais pas quelque chose d'abouti à travers tout ça, parce que pour moi, le potentiel qui est présent et qui est non négligeable n'est pas creusé, n'est pas travaillé, parce que quand on a un post-apo comme ça, bah on a envie d'avoir un contexte de plus de pourquoi on en est arrivé là, oui, ce personnage, ce mec là il a fait ça, c'était pas bien, mais pourquoi et qu'est-ce qu'il y a eu avant et de comment et de qui et de quoi. Et donc voilà, j'ai du manque, j'ai refermé ce livre en étant vraiment triste parce que j'aurais voulu beaucoup plus. Alors que dans le livre suivant, où là j'ai lu Intelligence criminelle de Thomas Weaver, qui pour le coup faisait 580 pages, il aurait pu en donner au moins 200 pour équilibrer Memory Palace et qu'on ait des choses un petit peu équitables, parce que là, le résumé nous dit qu'on est en 2050, ça sent le roussi pour la population, donc il va falloir faire quelque chose, et le problème c'est que c'est un peu la débandade politiquement parlant, donc il faudrait quand même un chef un petit peu d'État, un petit peu quelqu'un qui vient chapeauter tout ça. Donc on va avoir des candidats à l'élection présidentielle. L'un d'eux, ça va être un mec qui a déjà été président, donc il revient remettre le couvert, mais on va vite comprendre qu'il a des casseroles derrière lui, quelle surprise. Et l'adversaire, c'est Solomon, qui est une intelligence artificielle. Là, c'était sympa. Et par-dessus ça, venait se rajouter à cette campagne le fait que Martha, la créatrice de Solomon, va être retrouvée morte. Et donc un journaliste, Tully, va un peu mettre son grain de sel. Et là, il va découvrir que derrière cette campagne politique, il y a peut-être autre chose. Et que tout est peut-être un petit peu manigancé. Et moi, un pitch comme ça, je vois 580 pages, je me dis bon, c'est beaucoup, mais si c'est dynamique, on va y aller. Moi, je m'attendais à une guerre d'égo politique, que vraiment l'intelligence artificielle, comme dans le titre, elle fasse n'importe quoi, que ça dégénère total et tout, que l'humanité soit terrifiée, et qu'on ait ce côté après d'enquête tant journalistique que policière concernant Martha. Et en fait, pas du tout. Pas du tout, c'est assez long, c'est assez contemplatif, donc c'est bon, c'est pertinent. Quand je le lisais, j'étais dedans, je le lisais avec plaisir, il n'y a pas de souci, mais il me manquait à chaque fois que l'action, elle ne démarrait jamais. Et quand on pense qu'elle va démarrer, bah c'est très rapide. Puis on a la fin, un peu posé comme un cheveu sur la soupe, c'est un peu dommage, mais du coup en fait c'est que, ce qu'imaginait, c'est que cette idée de campagne politique est vraiment au second plan. Oui, on a notre journaliste, il va être un peu, il va avoir un petit peu des filons, on va lui un peu lancer des pistes, il va les explorer, il va découvrir des trucs, il va vouloir un peu se mêler aux trucs, sauf que s'il va interroger les candidats, il va vite se faire envoyer paître, et donc on n'a pas le, vous voyez, on n'a pas, on saute pas le pas pour avoir plus de détails. Et moi je m'attendais à ce qu'on ait des débats entre les deux candidats, qu'ils s'affrontent, enfin comme une vraie campagne présidentielle, et ça j'étais un peu déçue. Et le côté enquête, pareil, est assez plat, assez linéaire. Il n'y a pas de gros plot twist. J'ai trouvé que le pourquoi du comment était un petit peu... c'est pas très crédible dans le sens où... pourquoi cette personne coupable? Pourquoi ce mobile? Je sais pas. Donc en fait, pareil, comme avec Memory Palace, c'est un potentiel de fou, mais qui n'a pas été exécuté comme je le voulais. Mais pourquoi en fait je vous parle du livre alors que je suis trop bête, enfin bref. Donc j'ai passé un bon moment, mais pas aussi bon qu'il aurait pu l'être. Parce que oui, quand on aime la lecture, on aime les belles phrases, les beaux mots, oui, ça fonctionne. Mais je trouve qu'il y a beaucoup plus d'action dans le résumé que dans le livre tout condensé. C'était assez déséquilibré. Voilà, c'est ça, c'est que c'était pas... C'était plus plat que vraiment avec des gros trucs. Une fois qu'on est dedans, ça y est, la course contre la montre... Et puis la crainte que peut dégager une élection présidentielle quand les deux candidats sont un petit peu tendancieux. Donc voilà, c'était sympa, mais pas... ça aurait pu être mieux.
Ensuite, par contre, qui était très bien et qui est un texte pour moi nécessaire, j'ai lu L'épreuve de Suzy Miller, où là on rencontre une jeune femme qui est avocate, qui est une grande avocate, qui a fait ses armes, qui vient d'une classe sociale un petit peu inférieure, donc qui a dû vraiment trimer pour pouvoir parvenir à faire ces études-là dans son milieu, parce que forcément face à elle il y a bien plus fortuné, voilà, bien plus pistonné surtout. Et elle, son truc, c'est qu'elle défend tout le monde. Vraiment, elle défend tout le monde de la même façon, que ce soit quelqu'un qui est pas coupable ou quelqu'un qui est coupable, notamment les agresseurs de femmes, voilà, les agresseurs sexuels. Elle les défend comme elle défendrait n'importe qui en fait. Mais c'était la femme, elle défendrait pareil. Et si ils ont pas de peine, et tant mieux. Enfin voilà, elle a ce truc de bénéfice du doute, enfin présomption d'innocence, tout ce que vous voulez. Enfin, elle fait son métier. Et pour elle, c'est important d'être équitable avec tout le monde parce que tu peux pas faire un métier juste pour une catégorie. Vous voyez, tu peux pas être coiffeur et accepter de coiffer que des blondes. Ça marche pas comme ça. Et donc, elle fait ça. Elle fait sa vie, on la suit un peu dans son quotidien. Et le résumé nous dit qu'à un moment, elle va subir à son tour une agression physique pendant une soirée. Et le lendemain, même sachant le combat peut-être perdu d'avance que ça va être, elle décide de porter plainte. Et en fait, la particularité, c'est que ce livre, c'est 2 parties. Moi, je pensais que ça allait être très vite. On a le début, et puis paf, il y a l'agression, et puis après, il y a tout ce qui est procédure judiciaire et tout. En fait, non, on a une très grosse partie où on nous introduit notre personnage principal, on la découvre, on la voit faire des affaires, on la voit se rapprocher de cette personne, on la voit avec son groupe d'amis, ses parents, on apprend à la connaître, à l'apprécier, à voir sa façon de travailler, sa façon de penser, et elle va se rapprocher d'un de ses collègues, voilà, avec qui elle va créer une relation, tout se passe bien, ils ont des points communs, ils font le même métier déjà, voilà. Et en fait, un soir, ils vont aller au restaurant, et ils vont rentrer, ils vont boire un petit coup, ils vont coucher ensemble. Ils vont s'endormir, après ils vont se réveiller, ils vont leur remettre le couvert, sauf que là elle va pas se sentir bien, elle va aller vomir malheureusement. Et quand elle revient, elle a la mauvaise haleine, elle a la tête qui tourne, elle veut se recoucher, sauf que lui, voilà, je vous le donne en mille. Et en fait là, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on a vraiment la description focus sur ce qu'elle ressent, sur cette déconnexion à son esprit, le détachement entre son corps et elle-même en fait, où elle subit la scène, elle en est témoin, mais elle est bloquée, et j'ai trouvé que ça c'était vachement très bien retranscrit pour le coup. Pour ce que j'ai pu lire de témoignages par-ci par-là, c'était vraiment très bien fait. C'était pas trash pour être trash ou décrit pour être un peu côté voyeuriste, pas du tout. C'était pas du tout sexualisé ou romantisé ou ce que vous voulez. Et le lendemain, elle se dit, tant pis en fait, même si c'est un gros du barreau, même s'il a une famille, qu'il a un nom, je vais porter plainte. Elle va porter plainte, elle tombe sur un flic qui est assez compréhensif pour le coup, donc ça j'ai bien aimé parce qu'on ne diabolise pas tout de suite la police, mais il lui fait bien comprendre qu'il y a peu de chance que voilà, parce qu'en plus forcément elle s'est sentie sale, elle a pris une douche, elle s'est brossé les dents, enfin il lui dit là malheureusement, enfin bon courage quoi, en gros c'est ça. Et donc elle va décider de se faire défendre par un homme qui pareil va être assez compréhensif, ça c'était vraiment très sympa. Et donc cette deuxième partie en fait on a une ellipse où elle est quasiment 2 ans et demi plus tard, parce que c'est un combat de longue haleine, les procès, et elle va pas lâcher. En fait, c'est ce que j'ai aimé, c'est qu'elle lâche pas, elle lâche pas, elle lâche pas. Et les gens ont beau vouloir essayer de, l'avocat de la défense, lui dire oui, mais est-ce que vous étiez sûr parce que vous avez quand même bu et vous avez bu votre plein gré, et lui, le mec, quand il va la recroiser au travail parce qu'elle a un trauma pas possible, parce qu'elle va changer de boulot, enfin vraiment, c'était vraiment réaliste et crédible et précis et poignant et percutant. Il va dire non mais sans rancune en gros, mais PTDR pardon. Et du coup en fait j'ai beaucoup aimé qu'on ne minimise pas le côté des victimes. Et ce que j'ai encore plus aimé, c'est que notre personnage principal, qui est censé être avocate, qui a défendu des agresseurs, qui les a fait gagner leur liberté et tout, là elle va se remettre en question et elle va dire mais en fait lâche-moi. Et en fait l'avocat qui est en face de moi, de l'agresseur, donc qui est à ma place de d'habitude, il me remet en doute, il remet mes preuves et machin et tout, et elle va dire en fait moi je peux plus être comme ça. Et en fait on la voit vraiment, on la suit vraiment dans un cheminement de reconstruction personnelle,
psychologique et surtout une évolution, une prise de conscience, et elle ouvre les yeux, et la fin, j'ai trouvé la fin vraiment incroyable. Vraiment, ah, je vous en parle, j'en ai des frissons tellement c'était percutant, vraiment, c'est vraiment un livre qu'il faut lire, c'est audacieux, et en plus, alors là, c'était le pompon qui m'a fait dire que ce livre était formidable, c'est que l'auteur est elle-même dans le milieu de la juridiction, elle a vraiment un bagage, elle ne fait pas ça pour faire ça, elle écrit pas ça parce que c'est un thème en vogue et que #MeToo c'est super. Non, c'est vraiment, il y a vraiment du concret, il y a vraiment d'elle dans le texte, et j'ai trouvé que c'était vraiment bien. Franchement, je pense que même si vous avez vécu des traumas ou quoi, je pense que c'est un livre qui peut vous aider à relativiser et à comprendre que vous n'êtes pas seul et qu'il y a des gens qui savent. On sait que les victimes, voilà. Alors des fois, oui, il y a des mythos, ce que vous voulez, des Antoine Daniel, des Pierre-Paul Jacques, tout ce que vous voulez, mais il y a aussi des gens qui sont conscients, qui savent, et même dans la police, et même les avocats, il y a des hommes qui vous croiront. C'est pareil, il faut pas diaboliser tous les hommes, évidemment, mais voilà, je trouve que ce livre était vraiment incroyable. Ensuite, un peu moins incroyable. Pourquoi? Parce qu'il faisait déjà 680 pages alors qu'il aurait pu en faire à peine 400. J'ai lu How Vicious Lies de Lila Mars. Je crois que c'est celle qui a fait The Perfect Match, que je n'aurais pas du tout lu parce que je le trouve trop moche, voilà, autant le dire. Mais là, la couverture était trop belle, j'ai été faible, et le pitch était trop sympa parce qu'on rencontrait une jeune femme qui est espionne distinguée, elle est embauchée dans les services secrets britanniques, et elle va se retrouver sur une mission où elle doit infiltrer le milieu un peu mondain en faisant équipe avec un mec qui n'est autre que son ancien mentor, avec qui il y a un peu des tensions parce que quand elle était son élève, c'était pas toujours rose, et donc voilà, il y a quand même une attirance entre eux, on va vite le comprendre. Elle a un petit peu une famille compliquée, on lui dit en résumé, donc je pense qu'elle prend aussi des missions pour pouvoir assumer tout ça. Le problème de ce livre, c'est que l'homme, non vraiment, non, c'est que déjà il est très long. Il est assez décousu, donc en fait comme il est long, il n'y a pas beaucoup d'action. Moi je m'attendais à un truc un peu d'espionnage, un peu dynamique et tout, mais en fait c'est qu'on a beaucoup de longueur, on a des discussions qui sont là pour rien, qui nous coupent dans notre élan, et la nana, elle a une vingtaine d'années, elle pense un peu comme une gamine, je l'ai écoutée en audio, l'intonation était un peu gamine, et en fait le problème c'est qu'elle est censée être espionne pro, c'est son métier, et des fois elle avait des actions et des réactions. J'étais en mode, mais madame, utiliser son cerveau c'est gratuit. Genre, tu peux pas, genre, je sais pas, picorer des framboises comme ça aux yeux de tout le monde. T'as l'oreiller dans l'œil, enfin, tu fais des trucs où tu vas fouiller des machins et tu te dis pas, enfin, je sais pas, tu fais pas gaffe aux petits détails. Et donc, forcément, le mec, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vouloir sauver à chaque fois la situation pour sauver ses arrières. Donc, il y a des fois, autant c'est stupide, heureusement il est là, autant des fois on sait qu'elle va s'en sortir, qu'elle en est capable, il faudrait la laisser faire, mais lui va tout de suite interrompre pour éviter la casse directe, et puis il est en mode il faut toujours qu'il la protège et tout, enfin trop la vibe du mal alpha qui est pas nécessaire, toujours à faire des grandes phrases, des moi je, j'ai été ton mentor donc j'ai forcément plus d'expérience, et nani nana, elle en est arrivée là, c'était pas que grâce à toi, en plus on comprend qu'il y a un événement passif commun qui les a amenés à ne plus trop se blairer, on sait pas trop pourquoi. Événement que j'ai pas trouvé forcément très crédible, je vais pas vous mentir. La romance m'a un peu fait nicher les freins, enfin ils étaient assez fades. Et pourtant, la fin a vraiment relevé le niveau, donc je suis assez déçue que les 670 autres pages n'étaient pas à la hauteur de ces 10 dernières pages, parce que vraiment ça aurait pu être super sympa. Un roman d'espionnage, moi, un peu comme Abyss de C.S. Quill, mais rien à voir quoi, pas photo, un nombre de pages incalculable aussi, mais rien à voir. Là franchement j'ai trouvé que c'était plan-plan, enfin pour moi je m'attendais un petit peu à du Mr. et Mrs. Smith, un peu Brad Pitt, Angelina Jolie, pas du tout. Vraiment, en plus le milieu mondain où ils doivent s'infiltrer était pas trop mis en avant, j'ai trouvé que ça manquait. Vraiment, c'est le maître mot de ce mois-ci pour certaines lectures, c'est ça manque. Il manque des choses. Alors là, il y a trop de pages, mais il manque des choses à l'intérieur. Il y en a, il n'y a pas assez de pages, il faudra en rajouter. Donc bon, voilà. Les auteurs, il faut pas faire des pages pour faire des pages. Hein. Vous n'avez pas des pages imposées, je pense. Après, les éditeurs devraient aussi dire des fois, ça c'est peut-être un petit peu trop long. Un petit peu. Et le dernier livre dont je vais vous parler, c'est mon premier vrai coup de cœur de 2026, parce que pour le coup j'ai vraiment coup de cœur, et pourtant c'est un coup de cœur que je ne saurais pas expliquer. Je sais pas pourquoi, je l'ai commencé, je lisais, et en fait à chaque fois j'avais envie d'y revenir. Je l'ai pas lu en 2 heures, j'ai vraiment mis une semaine à lire parce que j'y revenais petit à petit, et en fait à chaque fois j'y revenais, il y avait ce truc en moi qui me faisait dire que c'était un coup de cœur, mais je saurais pas vous dire pourquoi. Il a rien d'exceptionnel, genre pour plein de gens ça se trouve ce sera un 3 sur 5, mais pour moi vraiment
tant dans l'histoire que dans les personnages, la plume et tout, c'était un ensemble et il m'a fait trop du bien. C'est Villa Camellia de Justine Bull. Donc pareil, Justine Bull, j'aurais pas lu son autre livre parce que je le trouve trop moche, il me dit rien du tout. Mais celui-là, il m'a totalement convaincue parce que ici on rencontrait notre jeune femme, je crois qu'elle s'appelle Nora aussi, non? Je sais plus, enfin bref, on rencontre une jeune femme qui est dans la mode, elle est jeune, elle a une vingtaine d'années, elle a envie de faire carrière dans la mode, elle va faire sa première Fashion Week et pour un peu se libérer l'esprit, elle va aller à la Villa Camellia passer une semaine de vacances avec ses amis, sa famille et la particularité c'est qu'ils sont tous un peu d'un monde assez riche, donc ils ont un peu les mêmes centres d'intérêt, ils sont pas banals. Vous voyez ce que je veux dire, ils sont pas lambda, donc ils ont un peu les mêmes centres de priorité, un petit peu des problèmes de riches, j'ai envie de vous dire. Mais ils ont tous chacun des problèmes aussi perso qu'on va voir être amenés, qui vont être un peu mis au centre du truc. C'est assez psychologique tout en étant frais et drôle. Et donc on va voilà, les voir évoluer dans cette maison. Et on parlait, ils ont un jeu, il y a des règles que personne connaît. Enfin bref, un truc un peu sympa. Et notre jeune femme va tomber sur Caleb. Caleb qui lui est pareil, un peu une pièce rapportée parce que c'est un ami de son cousin qui le ramène pour passer les vacances. Et en fait la particularité c'est que Caleb est aussi dans la mode. Et en fait il admire notre personnage principal, il adore ce qu'elle fait, son inspiration et tout. Et ça j'ai adoré. J'ai adoré ce côté où Caleb est vraiment le main man, le main character qu'il pense être. Où vraiment il a pas honte de dire ah ce que tu fais c'est trop bien, j'adore ce que tu fais, franchement j'espère que tu vas réussir et tout. Alors qu'en face on a notre personnage principal, quand on est dans sa tête elle est un peu en mode, elle a un peu le syndrome de l'imposteur, en mode elle mérite pas d'être là ou quoi. Et elle trouve que lui, est-ce qu'il a vraiment sa place ici parce que il est quand même déjà bien ancré dans le monde. Enfin j'ai trouvé que c'était super. Et alors la relation amoureuse se construit petit à petit, elle est trop mignonne. Enfin ils ont eu un passif et en fait ils ont été tous les deux amoureux l'un de l'autre sans se le dire, on le comprend très vite. Et lui il va pas du tout avoir honte de ses sentiments et de... En fait le côté qu'il l'admire et tout, j'ai trop aimé parce qu'en fait il n'y a pas de rivalité. Ils sont dans le même milieu et pourtant on sait que la mode c'est un monde de chacal. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment bien exécuté. J'ai trouvé que la plume était vraiment agréable. Vraiment j'ai passé un excellent moment. Je ne saurais pas vous dire ce qui fait que ce texte n'est pas sensationnel. Il n'y a pas de... Rien n'est parfait. De toute façon il n'y a pas de livre parfait. Mais je dois dire qu'il m'a fait cet effet. Il m'a apporté un réconfort en doudou que j'avais pas eu depuis longtemps dans une romance ado, vous voyez, où il n'y a pas de smut, où vraiment c'est des problématiques de jeunes adultes, d'adolescents, parce que même s'ils ont à peine la vingtaine, bah ils sont déjà sous les feux de la rampe parce que leur patronyme, parce que voilà leurs études ou quoi, donc ils sont vraiment confrontés à la maturité qu'ils doivent avoir pour leur catégorie sociale tout court, en fait pas socio-professionnelle parce qu'il n'y a pas que ça, mais voilà, c'est toi t'es le fils de machin donc il faut que tu sois ici alors que t'as envie d'aller faire de la peinture à Tordegoul-les-Oies. Donc écoutez, voilà, moi je peux que vous conseiller d'ajouter ce livre sur vos wishlist et surtout sur vos pales d'été parce que là vous me remercierez, vous reviendrez en juillet-août, vous me direz t'avais raison, ce livre était trop bien, vraiment... Il faut des livres comme ça où voilà, on n'a pas de gros dîner, on n'a pas de complot politique, on n'a pas de pouvoir magique, on lit. C'est vibe journal d'une princesse, tous ces trucs d'ado qui fonctionnent et qui sont simples. En fait, c'est dans la simplicité qu'on fait les meilleures confitures, pas du tout, c'est dans les petits pots, dans les meilleurs pots, dans les vieux pots, dans les vieilles soupières, je sais pas, bref, vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, c'était mon premier vrai coup de cœur parce qu'autant j'ai eu des très bonnes lectures, j'ai eu des 4,5, des 5 sur 5 comme Diable Blanc, mais là, le coup de cœur, vraiment... C'est le ressentiment pendant la lecture, c'est la sensation, c'est vraiment indescriptible. Pour le coup, voilà, des fois je sais pas comment dire ce qui fait qu'un livre est un coup de cœur. Parce que c'est intérieur et c'est là qu'on voit que c'est propre à soi. Parce que bah, je pense qu'il y a des livres que j'ai lus ce mois-ci, ça se trouve pour vous c'est des coups de cœur. Comme j'ai pu des très bons retours sur How Ambitious Lies. Et pour moi il n'était pas forcément pertinent. Mais pour d'autres il leur a apporté quelque chose. Et en fait voilà, je pense qu'à partir du moment où un livre nous apporte quelque chose à nous, et bah il est légitime d'être un coup de cœur et c'est sur ça que je vais arrêter de faire ce bilan qui va être interminable. Donc voilà, je vous ai présenté les 31 livres que j'ai lus en ce mois de février. On commence sur les chapeaux de roue parce que moi je lis, je regarde pas et puis après je mets à jour mon livre addict et je vois qu'on a déjà lu 50 livres.
On a déjà lu 50 livres en 2 mois, donc je suis ravie. J'espère vraiment pouvoir continuer sur cette lancée. J'ai envie là en mars, comme j'ai pas repéré beaucoup de sorties et qu'il y en a la majorité c'est des suites de séries, j'aimerais en mars trouver un équilibre entre continuer mes suites de séries et pouvoir lire des one-shots que j'ai de côté et des nouveautés pour pouvoir vous en parler notamment sur Instagram, parce que des fois sur Instagram je me vois pas faire un post sur un bouquin que j'ai lu et qui est sorti il y a 6 mois, à moins qu'il m'ait vraiment plu ou que c'est vraiment été un titre dont les gens ont parlé et donc j'ai envie d'ajouter ma pierre à l'édifice. Mais je préfère voilà, vous proposer à 1 ou 2 semaines d'intervalle des livres qui sont sortis là, comme ça si vous hésitiez, bah voilà, les avis sont un petit peu de partout et j'aime bien avoir cette faculté de pouvoir lire rapidement, parce que même sans avoir de partenariat ou de SP, et bah je peux quand même vous proposer des avis assez chauds rapidement. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît, voilà cette méthode de faire. Je sais pas si c'est très français ce que je dis. En tout cas, je suis désolée si pendant la vidéo le cadrage a bougé ou quoi, parce que et bah écoutez, on fait avec les moyens du bord. Évidemment, quand on parle beaucoup, qu'est-ce qui se passe? On n'a plus de stockage sur le téléphone avec lequel je tourne, donc il a fallu que j'aille l'exporter le rush, que je revienne filmer un deuxième rush, que je l'exporte à nouveau, et ça 3-4 fois parce qu'on parle, vu qu'on lit, on lit. Mais du coup voilà, si c'est un désagrément, je suis désolée. Je suis emmitouflée même si cette semaine est très belle, parce que là, dans la grande pièce de vie, j'ai froid. En plus j'ai un décolleté, donc je vais vous épargner ça. Voilà, on sait jamais, des yeux innocents pourraient être charmés par ma pâleur et ma non-présence de poitrine, enfin bref, on s'éloigne, on s'égare. En tout cas, on se recentre pour que je puisse vous souhaiter de belles lectures et vous dire à la prochaine. Salut!